Après avoir reçu un diagnostic lui annonçant qu'il ne lui restait qu'1 mois à vivre, un millionnaire erra sans but dans les rues, jusqu'à ce qu'une pauvre sans-abri transforme entièrement sa vie. Le cabinet médical, situé dans un immeuble discret du 6e arrondissement, respirait le calme aseptisé des lieux où l'on ne vient jamais sans appréhension. Julien Moreau, 39 ans, s'assit devant le bureau du docteur Lefebvre, dont les yeux trahissaient une fatigue douloureuse. Il n'avait pas besoin d'attendre les mots pour comprendre. Depuis quelques semaines, son corps parlait à sa place et maintenant, les examens confirmaient ce que son intuition redoutait. Le médecin, dans un silence maîtrisé, énonça la sentence, une forme rare et agressive de cancer pancréatique. Il ne restait à Julien au mieux qu'1 mois de vie, sans protocole miracle, sans traitement prometteur. 1 mois tout au plus. Julien ne réagit pas immédiatement. Il resta immobile, absorbé par l'écho des mots. 1 mois, 30 jours. Un souffle dans une vie bâtie sur le contrôle, la précision, la réussite. Il remercia le médecin d'un simple hochement de tête et quitta le cabinet sans un mot. Dans la rue, le monde continuait à tourner avec une indifférence presque violente. Les klaxons, les passants, les vitrines brillantes, tout lui semblait soudain étranger. Sa vie entière avait été une course vers le sommet. Diplômé d'école, prestigieuse, fondateur d'une société de conseil prospère, Julien vivait dans un penthouse à Montmartre, entouré de meubles design, de toiles contemporaines et d'un silence permanent. Ses parents étaient morts depuis plusieurs années, dans un accident de voiture en Provence. Il n'avait ni frère, ni sœur, ni enfant, quelques collègues, des relations professionnelles, quelques conquêtes vite oubliées. Et maintenant, la mort comme une conclusion logique à une existence méthodiquement aseptisée. Ce soir-là, il rentra chez lui, s'assit dans son salon au parquet parfait, observa Paris depuis les grandes baies vitrées. Il resta ainsi jusqu'à la nuit tombée. Puis il se leva, ouvrit son coffre-fort, sortit ses documents les plus précieux. Il passa la nuit à liquider ce qu'il pouvait. Il vendit sa voiture de luxe, transféra ses actions, retira plusieurs millions d'euros en liquide, éparpillés ensuite dans des sacs et une simple valise. Aucun message d'adieu, aucune lettre, aucun testament. Julien ne voulait pas être pleuré, il voulait s'effacer. Le lendemain matin, il quitta son appartement, pour la dernière fois. Il laissa les clés dans la boîte aux lettres et descendit la butte Montmartre à pied. Son costume impeccable avait été remplacé par des vêtements simples, presque banals. Dans son sac à dos, de l'argent, quelques vêtements, des papiers, rien d'autre. Il marchait sans destination, traversant Paris comme un spectateur, invisible. Les jours suivants se fondirent les uns dans les autres. Il dormait parfois dans de petits hôtels, parfois à même un banc. Il mangeait peu, observait les visages, les gestes. Pour la première fois, il ressentait ce que c'était que vivre sans but. Pas en touriste, pas en homme d'affaires en congé. Non, en homme fini, libre de tout sauf du compte à rebours. Il redécouvrait Paris avec des yeux neufs. Non pas les musées, les monuments ou les restaurants étoilés, mais les ruelles, les murmures des marchés matinaux, les ombres sous les ponts. Il croisa des couples qui se tenèrent la main, des enfants qui couraient après un ballon, des hommes qui jouaient aux échecs en silence. Des instants si simples qu'il en avait presque oublié la beauté. Il passait ses journées à marcher, à s'asseoir, à écouter. Les premiers jours, il ne parlait à personne. Il observait. Il tentait de ressentir ce qui avait échappé à sa vie bien remplie. Il n'avait plus de téléphone, plus de calendrier, plus de rendez-vous. À Montparnasse, il s'endormit un soir sur un banc, la tête posée sur son sac. Le froid le réveilla avant l'aube. À Bastille, il resta des heures à regarder un homme peindre un mur avec des gestes si précis que cela en devenait hypnotique. À Belleville, il se perdit volontairement dans les petites ruelles, espérant ne plus se retrouver. Mais à chaque tournant, Paris lui rappelait ce qu'il avait été, un spectre riche parmi des inconnus pressés. C'est dans une petite place, oubliée, bordée d'arbres fatigués, que Julien trouva un semblant de paix. Il s'assit sur un banc, sortit une bouteille d'eau et un morceau de pain rassis qu'il avait acheté quelques rues plus loin. Il ferma les yeux, laissant le soleil filtrer à travers ses paupières. Son cœur battait avec lenteur mais sans panique. Il se demanda combien de battements restaient, combien de levées de soleil. Il se dit qu'il pourrait rester là jusqu'à la fin. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à quelques mètres de lui, quelqu'un l'observait.
une silhouette discrète, presque invisible à l'œil non averti. Une femme, assise en tailleur, le dos appuyé contre un lampadaire, le regard fixé sur son sac posé à ses pieds. Elle ne bougeait pas, elle ne disait rien. Mais dans ses yeux, il y avait autre chose que de la curiosité, peut-être un pressentiment, peut-être une reconnaissance muette entre deux âmes perdues. Julien, encore engourdi par le sommeil, ouvrit les yeux au moment où la silhouette s'approchait. Elle ne dit rien. Elle lui tendit simplement une bouteille d'eau trouvée non loin et s'éloigna sans attendre de réponse. Julien la regarda partir, troublé. Il ne savait pas encore pourquoi ce geste, si simple, venait de percer quelque chose en lui. Mais ce moment, furtif et silencieux, allait tout changer. Le banc était dur, inégal, et pourtant Julien s'y était endormi comme dans les draps d'un hôtel 5 étoiles. Le sommeil de ces derniers jours n'était jamais profond, mais ce matin-là, une sorte d'apaisement étrange l'avait envahi. Peut-être la fatigue cumulative de jours aérés, ou peut-être ce silence particulier qui régnait sur la petite place où il s'était réfugié la veille. Le soleil était encore bas, filtrant à travers les feuillages d'arbres anciens. Il ouvrit lentement les yeux, la nuque douloureuse et la bouche sèche. Il resta quelques secondes sans bouger, puis aperçut à quelques mètres une silhouette figée. Elle était là, assise sur le sol, les jambes croisées sous elle comme une enfant punie, mais son regard n'avait rien d'innocent. Elle portait un manteau trop grand pour son corps frêle, les cheveux emmêlés, les mains sales. Ses yeux, en revanche, étaient clairs et vifs. Elle le regardait, pas avec insistance, mais avec une sorte de calme attention, comme si elle cherchait à deviner s'il allait parler, bouger ou simplement l'ignorer. Entre eux, posé au pied du banc, son sac à dos usé débordait de billets soigneusement empilés, entourés de bandes élastiques. Camille, pourtant, n'y prêtait pas attention. Sans un mot, elle se leva, s'approcha lentement et tendit à Julien une bouteille d'eau à moitié pleine, dont le plastique portait encore la poussière du trottoir. Julien fronça légèrement les sourcils, prit la bouteille sans réfléchir, la remercia d'un signe de tête. Elle ne répondit rien. Elle se contenta de s'asseoir de nouveau, un peu plus loin cette fois, le regard tourné vers les pigeons qui picoraient entre les pavés. Julien resta un moment figé. L'eau était tiède, presque fade, mais il la but avec gratitude. Il se surprit à observer cette femme étrange, dont la présence ne l'incommodait pas comme il aurait pu s'y attendre. Elle ne demandait rien, ne se plaignait pas, ne cherchait pas à se faire remarquer. Elle semblait simplement être là, comme un morceau du décor, mais animée d'une conscience que Julien sentait palpable. Après quelques minutes, il tenta un mot. « Tu vis ici ?» demanda-t-il avec une prudence involontaire. Camille haussa les épaules sans tourner la tête. « Ici, là-bas, partout », répondit-elle. Sa voix était rauque, comme si elle n'avait pas parlé depuis longtemps. Il y avait dans son ton une neutralité désarmante, sans agressivité ni chaleur. Julien n'insista pas. Il sentit qu'il ne fallait pas brusquer. Mais le silence qui s'installa n'était pas lourd. Il était presque confortable. Ils restèrent là, l'un sur le banc, l'autre sur le sol, pendant ce qui sembla 1 heure. Parfois Camille jetait un coup d'œil à Julien, comme pour vérifier qu'il n'allait pas soudain s'enfuir ou crier. Julien, lui, ne comprenait pas pourquoi il ne se levait pas pour partir. Il avait de l'argent, du temps, ou du moins un temps limité, et pourtant il restait là face à une inconnue aux vêtements déchirés. Peut-être parce qu'elle ne voulait rien de lui, pas de pitié, pas d'aumône. Peut-être parce qu'elle incarnait, d'une certaine façon, la vérité brute qu'il avait toujours fui. En fin de matinée, alors que la ville s'animait, peu à peu un groupe d'adolescents passa en courant, riant à plein poumon. Camille se raidit, son regard se durcit un instant. Julien le nota mais ne dit rien. Le bruit s'estompa, et elle se détendit. Il lui tendit un petit pain qu'il avait acheté la veille dans une boulangerie. « Tu veux ?» demanda-t-il. Elle hésita, puis prit lentement le morceau, le tenant comme un objet précieux. Elle le mangea en silence, sans empressement, avec une concentration étrange. Julien tenta de la relancer. « Comment tu t'appelles ?» Elle le fixa un instant, puis dit simplement « Camille ». Il sourit, un sourire bref mais sincère. « Julien », répondit-il. Elle hocha la tête mais ne répondit rien de plus. Un courant timide s'établissait entre eux, fragile comme du verre. Julien avait l'impression de parler à une énigme, un miroir tordu de lui-même.
Le ventre de Camille grogna discrètement. Elle détourna les yeux, visiblement gênée. Julien n'insista pas tout de suite. Mais un quart d'heure plus tard, il se leva, prit son sac à dos et lui dit « Viens, on va manger ». Elle ne bougea pas. « Je n'ai pas demandé à manger », dit-elle. Julien hocha la tête. « Je sais, mais j'ai faim, et j'aimerais ne pas manger seule. » Cette fois, elle le regarda longuement, pesant les mots, le ton, le regard. Elle se leva lentement, comme si ses jambes ne lui obéissaient plus. Ils marchèrent côte à côte sans parler, traversant quelques rues jusqu'à un petit restaurant familial, où les menus étaient encore écrits à la craie. Julien s'assit à une table près de la fenêtre. Camille resta debout, hésitante. Il lui désigna la chaise en face. Elle s'assit avec raideur. Le serveur arriva, les regarda brièvement, visiblement habitué à toutes sortes de clients. Julien commanda 2 plats du jour, sans demander son avis. Camille baissa les yeux, les mains serrées sur ses genoux. Lorsqu'elle reçut son assiette, elle mangea rapidement, mais sans précipitation. Chaque bouchée semblait être à la fois un plaisir et une lutte. Julien la regardait avec une discrétion maladroite. Il voulait poser des questions, comprendre, mais il se retenait. Camille finit par parler la première. « Cela fait 2 jours que je n'ai rien mangé. » Sa voix était presque un murmure. Julien ne répondit pas. Il ne voulait pas de compassion déplacée. « Merci, » dit-elle ensuite. Puis, elle replongea dans son silence. Au fil du repas, quelques mots glissèrent entre eux. Camille parla brièvement. D'un ex-compagnon, de dettes, de la rue. Jamais de façon détaillée. Toujours en phrases courtes, comme si chaque souvenir était un caillou tranchant dans sa gorge. Julien, en retour, mentionna son entreprise, son appartement, ses voyages. Mais là encore, il ne s'étendit pas. Tous deux semblaient fuir la profondeur, et pourtant, une tension douce s'installait, faite de curiosité, d'observation, d'humanité nue. Quand ils sortirent du restaurant, le ciel s'était couvert. Une pluie fine commençait à tomber. Camille serra son manteau contre elle. Julien marcha en silence à ses côtés. Aucun d'eux ne savait vraiment où aller. Mais pour la première fois depuis longtemps, Julien sentit qu'il n'était plus seul dans son errance. Camille, elle, regardait droit devant, mais son pas était moins hésitant. Et dans le cœur de Julien, une question nouvelle naissait, douloureuse et inattendue. Si une inconnue affamée pouvait lui faire ressentir plus que tout ce qu'il avait possédé, alors qu'avait-il réellement vécu jusqu'ici? La pluie s'était intensifiée, fine mais persistante, couvrant la ville d'un voile humide et gris. Les passants marchèrent d'un pas plus rapide. Les parapluies surgissaient comme des champignons sur les trottoirs luisants. Julien et Camille longeaient les rues sans se presser, avançant côte à côte dans un silence qui n'était plus pesant, mais attentif. Les rares mots échangés au restaurant semblaient avoir ouvert une brèche entre eux, fragile et incertaine. Julien portait son sac à dos comme s'il était vide. Camille, elle, avançait d'un pas ralenti, ses vêtements trempés plaqués contre son corps osseux, mais elle ne se plaignait pas. Ils trouvèrent refuge sous un auvent étroit, devant une boutique fermée. L'enseigne effacée trahissait un commerce abandonné depuis longtemps. Camille s'assit sur une marche, les bras croisés sur sa poitrine. Julien resta debout, les yeux perdus dans la rue. Après un moment, il s'accroupit à côté d'elle. Il ne savait pas quoi dire, et peut-être que ce silence partagé valait mieux que n'importe quelle tentative maladroite de conversation. « Tu vis comme ça depuis longtemps ?» demanda-t-il finalement, sa voix basse pour ne pas troubler l'instant. Camille haussa les épaules. « Ça dépend de ce que tu appelles vivre. » Elle tourna légèrement la tête, mais ne le regarda pas. Julien ne chercha pas à relancer. Il comprenait déjà que chaque réponse de Camille était mesurée, contrôlée. Elle parlait par nécessité, jamais par envie. Il ne voulait pas qu'elle se referme à nouveau. La pluie finit par se calmer. Le bruit des gouttes sur le métal cessa, et un calme étrange envahit la ruelle. Camille se leva sans prévenir. « Viens », dit-elle simplement. Julien la suivit, intrigué. Elle le guida à travers quelques ruelles étroites jusqu'à une petite esplanade surplombant une voie ferrée. Là, à l'abri sous un pont, quelques cartons, une couverture miteuse, un sac de couchage usé, son coin, son abri. Julien observa en silence. Camille le regarda brièvement, puis s'assit sur un carton, les jambes croisées. « J'avais un appartement avant, » dit-elle après un long moment. « Un petit, pas mal. 13e arrondissement.
J'avais un boulot. J'étais secrétaire médical. Julien s'assit en face d'elle, sur un morceau de bois humide. Il ne dit rien. Camille reprit plus doucement. Il avait des dettes, beaucoup, il jouait. Il m'a tout fait porter. J'ai cru pouvoir m'en sortir, mais on ne peut pas se battre contre tout en même temps. Sa voix tremblait légèrement, mais son regard restait sec. Julien sentit une boule dans sa gorge. Il ne savait pas quoi répondre. Chaque mot qu'il aurait pu dire lui paraissait inutile. J'ai dormi dans une voiture pendant quelques semaines, puis elle a été volée. Après, c'était la rue, un jour après l'autre. Tu crois que tu vas juste te relever, mais le sol devient familier. Elle tourna enfin les yeux vers lui. Et toi, qu'est-ce que tu fuis? Julien baissa les yeux, presque honteux. Moi, je fuis rien. Je vais mourir. Le silence qui suivit fut plus lourd que tout ce qu'ils avaient échangé jusque-là. Camille le regardait, sans comprendre. « Tu veux dire que tu… » Julien hocha la tête. « Un mois, peut-être moins. » Il inspira profondément, comme si dire cela à voix haute le rendait plus réel. « Je ne sais pas quoi faire de ce qui me reste, alors je marche. » Camille resta figée. Elle n'avait pas l'air bouleversée, ni même surprise, mais quelque chose en elle avait changé. Peut-être la conscience que ce Julien étrange, qui traînait avec un sac rempli d'argent sans rien exiger en retour, n'était pas un fou ou un pervers, mais un homme au bord du vide. Elle détourna les yeux, fixant un point invisible à l'horizon. Julien, lui, sentit pour la première fois que ces mots avaient trouvé une oreille. Pas une oreille compatissante, mais réelle. Le vent s'était levé. Camille frissonna. Julien fouilla dans son sac, en sortit une couverture enroulée dans un sac plastique. Il la lui tendit. Elle hésita, puis la prit. « Merci. » C'était la première fois qu'elle disait ce mot sans barrière. Julien s'appuya contre le mur du pont, le regard vers le ciel. « Tu sais, j'ai eu une maison à la campagne. Une grande, avec un jardin et une piscine. Je n'y suis allé que 2 fois. » Il sourit presque amer. « J'ai passé ma vie à construire quelque chose que je n'ai jamais habité. » Camille ne répondit pas. Mais elle écoutait. Cela suffisait. Le temps passa, lentement, rythmé, par les bruits du train en contrebas. Des voix lointaines, des klaxons, des pas pressés, et eux figés dans cette parenthèse improbable entre 2 mondes. Julien sortit un petit paquet de biscuits de son sac, l'ouvrit et en tendit un à Camille. Elle accepta, mordit dedans, puis ferma les yeux comme si le goût la ramenait à une époque révolue. « Tu sais cuisiner ?» demanda Julien, presque en riant. Camille haussa les épaules. « J'adorais cuisiner. Je faisais des gratins. Mon frère disait toujours que mes lasagnes étaient meilleures que celles de maman. » Elle s'interrompit. Julien releva ce détail. « Tu as un frère ?» Camille acquiesça. « Je ne sais pas où il est, ou s'il est encore… » Elle ne termina pas. Julien comprit qu'il n'était pas encore temps d'insister. La nuit commençait à tomber. Les réverbères s'allumaient un à un, dessinant des halos orangés sur les murs. Julien se leva. « Je vais réserver une chambre d'hôtel, viens, tu ne peux pas dormir ici. » Camille le fixa, méfiante. « Pourquoi tu fais ça ?» Julien haussa les épaules. « Parce que je peux, parce que tu m'as donné de l'eau. Ce matin ?» Camille sembla hésiter longtemps, puis elle se leva lentement. Julien sourit. « Tu verras, c'est un hôtel minable, rien à craindre. » Elle ne répondit pas, mais le suivit. Ils marchèrent longtemps, sans un mot. Julien choisit un petit hôtel de quartier, discret. Il paya en liquide, demanda une chambre. Il tendit la clé à Camille. « Je ne monte pas, je vais retourner à la place. » Camille serra la clé dans sa main, confuse. « Pourquoi ?» Julien la regarda droit dans les yeux. « Parce que je t'ai dit la vérité, et je veux que tu puisses dormir sans avoir peur. » Elle ne dit rien. Elle monta les marches, sans se retourner. Julien, lui, sortit, marcha jusqu'au banc de la veille, s'y assit et regarda les étoiles apparaître, une à une. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Pas vraiment. Il pensa à Camille, à ses lasagnes, à son frère inconnu. Il pensa à ce mois qu'il avait à vivre et à ce qu'il venait de découvrir. Parfois, un seul geste, un simple regard, pouvait tout changer. Julien resta assis sur le banc jusqu'à ce que le ciel commence à s'éclaircir dans cette lumière pâle et hésitante qui précède l'aube. La fraîcheur du matin lui mordait la peau, mais il ne bougeait pas. Il avait gardé les yeux ouverts presque toute la nuit, incapable de trouver le repos.
Il pensait à Camille, à ce qu'il avait dit, à ce qu'elle avait accepté, à ce geste étrange qui l'avait mené à une chambre d'hôtel plutôt qu'à son coin de carton sous un pont. Il ne savait pas ce qu'il ressentait. Ni pitié, ni fascination. Quelque chose d'autre, plus diffus, mais profondément humain. Le ciel était encore bleu-gris quand il se leva. Il avait besoin de marcher. Les rues étaient presque désertes, les volets encore clos, les cafés silencieux. Il longea les boulevards, traversa 2 arrondissements sans même s'en rendre compte, jusqu'à ce qu'il atteigne la petite boulangerie où il avait acheté du pain 2 jours auparavant. Il entra, salua la boulangère avec un sourire fatigué, acheta 2 pains au chocolat et un café. Il les mit dans une petite poche de papier kraft, puis repartit en direction de l'hôtel. Devant la porte, il hésita. Peut-être qu'elle était déjà partie. Peut-être qu'elle n'avait pas dormi. Peut-être qu'elle avait attendu quelque chose de lui et qu'il l'avait déçu en s'en allant. Mais il n'était pas monté, et il savait pourquoi. Il ne voulait pas transformer ce lien fragile en quelque chose de biaisé. Il ne voulait pas que Camille le voie comme un sauveur ou un homme qui échange de l'argent contre du réconfort. Il avait senti, pour la première fois depuis longtemps, une sincérité brute, et il tenait à la préserver. Il poussa la porte de l'hôtel, salua le réceptionniste d'un signe de tête et monta l'escalier. Devant la chambre, il leva la main pour frapper, puis s'arrêta. Il attendit quelques secondes, puis cogna doucement. Pas de réponse. Il attendit encore. Puis la porte s'ouvrit lentement. Camille était là, debout, les cheveux épars, les traits tirés mais éveillés. Elle portait un vieux t-shirt trop large, sûrement trouvé dans un sac laissé par un client précédent. Elle le regarda sans parler. Julien lui tendit le sac en papier. Petit déjeuner. Elle le prit sans sourire, mais ses yeux s'adoucirent légèrement. Merci. Elle ouvrit le sac, en sortit un pain au chocolat, le sentit, puis le mordit, lentement. Julien resta sur le pas de la porte. « Je ne vais pas entrer. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. » Camille hocha la tête. « J'ai dormi. Pas bien, mais mieux. » Elle fit une pause. « Merci pour ça aussi. » Julien s'apprêtait à partir quand elle dit soudain « Tu veux entrer? Juste pour un café ?» Il hésita un instant, puis acquiesça. Elle s'écarta pour le laisser passer. La chambre était simple, propre. Un lit, une table, une chaise, pas grand-chose d'autre. Sur la table, une petite bouilloire et 2 tasses. Camille fit chauffer de l'eau, ajouta du café soluble. Julien s'assit sur la chaise. Elle s'assit sur le bord du lit, les jambes croisées sous elle. Ils burent en silence. Le goût était amer, mais cela n'avait pas d'importance. « Pourquoi tu fais tout ça ?» demanda-t-elle finalement. Julien haussa les épaules. « Parce que je peux, et parce que je veux. Avant, je faisais des choses pour réussir. Maintenant, je veux faire des choses qui comptent. » Elle le regarda avec intensité. « Et tu crois que moi, je compte ?» Julien prit une longue inspiration. « Je crois que tu m'as réveillé. J'étais endormi dans ma vie. Toi, tu vis dans l'ombre, mais tu vois plus clair que moi. » Camille détourna le regard. « Tu ne me connais pas. Tu crois me voir, mais tu vois ce que tu veux voir. » Julien se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. « Peut-être, mais je veux apprendre. » Il se retourna. « Je n'ai pas de plan, pas d'agenda. Juste un moi, et je ne veux pas le passer. Seul ?» Le silence s'installa de nouveau. Camille posa sa tasse vide sur la table. « Je ne suis pas quelqu'un de facile. » Julien sourit doucement. « Moi non plus. » Ce jour-là, ils sortirent ensemble. Julien ne proposa pas de plan. Il la laissa marcher devant, choisir les rues, les rythmes. Ils traversèrent des quartiers qu'ils n'auraient jamais visités seuls. Camille saluait parfois des visages qu'elle reconnaissait d'un simple geste de tête. Des hommes, des femmes, tous marqués par la rue, par l'usure. Julien observait, silencieux. Il comprenait peu à peu l'étendue du monde parallèle dans lequel elle évoluait. Ils s'arrêtèrent à un parc. Camille s'assit dans l'herbe, croqua dans une pomme achetée à une marchande ambulante. Julien s'allongea à côté, les bras derrière la tête. Il regardait les nuages. Elle aussi, après un moment. « Tu te souviens d'un jour où tout allait bien ?» demanda-t-il. Camille ferma les yeux. « Oui, c'était l'été. Mon frère et moi, on avait construit une cabane dans le jardin. Papa grillait des saucisses, maman riait. Il n'y avait pas de peur, pas de dette, juste du soleil. » Elle s'interrompit. « Et toi ?» Julien réfléchit longtemps. « Peut-être le jour où j'ai vendu ma première boîte. J'ai reçu un virement énorme, mais ce n'est pas l'argent que je retiens. C'est l'euphorie.
l'idée que j'avais réussi. Aujourd'hui, je me demande si j'ai réussi quoi que ce soit. Ils restèrent ainsi 1 heure, peut-être plus. Puis Camille proposa de rentrer. Julien réserva de nouveau la chambre. Cette fois, elle ne posa pas de questions. En haut des escaliers, elle lui tendit la clé. « Tu peux dormir là aussi si tu veux, il y a de la place. » Julien secoua la tête. « Je préfère le banc. » Elle ne protesta pas. Il s'éloigna. Mais alors qu'il franchissait la porte de l'hôtel, elle descendit en courant. « Julien !» Il se retourna. Camille tenait quelque chose dans sa main. C'était un vieux livre corné, abîmé. Elle le lui tendit. « Je l'ai trouvé dans une benne, il est beau. Tiens !» Julien prit le livre, lut le titre. Un recueil de poèmes. Il leva les yeux. Camille était déjà remontée. Cette nuit-là, sur le banc, Julien lut les poèmes à voix basse. Chaque mot semblait résonner plus fort qu'un cri. Pour la première fois depuis le diagnostic, il sentit une larme couler sur sa joue. Et il ne la repoussa pas. La lumière du matin s'étendait lentement sur les toits de Paris, caressant les tuiles humides d'une lueur tiède. Julien, assis sur le même banc qu'auparavant, le livre de poèmes posé sur ses genoux, regardait les passants reprendre leur ballet quotidien. Il avait dormi par instants, bercé par le bruit lointain de la ville. Mais son esprit était resté éveillé, traversé par des images confuses. Les yeux de Camille, son silence chargé de souvenirs, le goût amer du café de la veille et cette étrange sensation de se retrouver, à mesure qu'il découvrait, une autre vie que la sienne. Lorsque la pendule d'un clocher voisin sonna 9 coups, il se leva, étira ses bras endoloris et se mit en marche vers l'hôtel. Il n'avait pas prévu de s'attacher à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Mais Camille n'était plus seulement une rencontre. Elle était devenue un miroir fissuré dans lequel il découvrait ses propres blessures. Et il ne voulait pas perdre cette vision, même si elle était inconfortable. Camille l'attendait devant l'entrée, appuyée contre la rambarde en fer, forgée. Elle semblait différente ce matin-là, plus droite, plus calme. Elle avait emprunté une veste propre, trouvée dans une caisse de dons laissée par une association locale. Ses cheveux étaient encore humides, preuve qu'elle avait pris le temps de se laver. Elle tendit la main vers lui et Julien y déposa, sans un mot, un croissant et un petit café. Ils échangèrent un regard silencieux, puis commencèrent à marcher. Ils passèrent la journée à errer dans la ville, visitant des lieux qui n'apparaissaient sur aucune carte touristique. Un jardin ouvrier près de la porte de Vincennes, une friche artistique dans une ancienne gare désaffectée, un marché improvisé sous le périphérique. Camille semblait renaître au contact de ces endroits qu'elle connaissait par cœur et qu'elle redécouvrait comme s'ils étaient neufs à travers les yeux de Julien. Lui, de son côté, absorbait chaque geste, chaque parole, comme s'il enregistrait un autre monde, plus réel, plus tangible que tout ce qu'il avait connu auparavant. Vers midi, ils s'assirent sur un muret de béton, surplombant un terrain vague où jouaient des enfants. Julien mordit dans un sandwich qu'il avait acheté plus tôt, tandis que Camille restait silencieuse, le regard perdu dans le vide. Il sentit que quelque chose pesait sur elle. Il attendit. Enfin, elle parla. « Tu veux savoir pourquoi j'ai fui ?» Julien la regarda, surpris. Il hocha la tête sans parler. Camille prit une longue inspiration. Ce n'était pas seulement les dettes, pas seulement lui. C'était aussi moi, ce que je suis devenu après. Elle se tourna vers lui. « Quand on tombe au début, les gens tendent la main. Mais quand tu tombes trop bas, ils te tournent le dos, parce que ta misère les dérange, parce que tu les forces à voir ce qu'ils pourraient devenir eux aussi. » Julien ne répondit pas. Il l'écoutait, attentif, conscient que chaque mot était un effort. Camille continua plus doucement. « Mon frère m'a cherché, il m'a laissé des messages. Pendant des mois, puis il a arrêté. J'ai tout effacé. J'avais honte. Honte d'être devenue cette femme que je ne reconnaissais plus. Alors, j'ai coupé, tout, même lui. » Elle baissa les yeux. Je l'aimais. C'était mon refuge, mais je ne pouvais pas lui demander de me porter. Il avait sa vie. Moi, j'étais déjà de l'autre côté. Julien sentit son cœur se serrer. Il posa sa main sur celle de Camille. Un geste simple, sans attente. Elle ne la repoussa pas. Elle laissa cette chaleur exister entre eux. Ils restèrent là longtemps, sans parler, observant les enfants courir, les rires s'élever dans l'air, tiède de ce jour étrange. Julien sentit qu'il y avait encore des zones d'ombre dans le récit de Camille, des choses qu'elle n'avait pas dites, peut-être qu'elle ne dirait jamais. Mais il n'avait pas besoin de tout comprendre.
Il suffisait de ressentir. En fin d'après-midi, ils remontèrent vers Belleville. Camille voulait lui montrer un lieu, un ancien centre culturel transformé en squat artistique où elle avait vécu quelques mois, entourée d'autres âmes perdues. En arrivant, Julien sentit l'atmosphère changer. Des graffitis couvraient les murs, des sculptures faites de métal recyclé s'alignaient dans la cour. L'endroit dégageait une énergie brute, chaotique mais vivante. Ils entrèrent. À l'intérieur, des gens peignaient, d'autres jouaient de la musique, certains fumaient dans un coin. Camille salua quelques visages familiers. Julien se sentait étranger mais curieusement bienvenu. Un vieil homme lui tendit une tasse de tisane chaude. Il accepta. Camille le guida vers une pièce vide, décorée de vieux coussins et de tapis élimés. « C'était ici ma chambre. » Elle s'assit, au sol. Julien fit de même. Elle observa les murs comme si elle y lisait une histoire que lui ne voyait pas. « J'ai écrit ici des lettres, des choses que je n'ai jamais envoyées. » Julien leva les yeux. « À ton frère ?» Elle hocha la tête. « Et à moi-même, pour me rappeler qui j'étais, qui je voulais être. » Elle marqua une pause. « Je les ai toutes brûlées. Un soir où je croyais que c'était la fin. » Julien ne savait que dire. Il ressentait une admiration silencieuse, douloureuse. Camille s'était brisée 1000 fois et pourtant, elle était là, debout, à parler, à marcher, à rire parfois. Il, en revanche, n'avait connu que le confort, l'ordre, la maîtrise. Et maintenant qu'il se savait condamné, il découvrait la beauté d'un monde qu'il avait toujours ignoré. Ils quittèrent le squat en fin de journée. Camille était fatiguée. Julien lui proposa une nouvelle chambre pour la nuit. Elle accepta sans discuter. Cette fois, elle lui demanda de monter. Ils burent une tisane en silence. Il lui lut quelques vers du recueil de poèmes qu'elle lui avait offert. Elle s'endormit doucement, la tête posée contre son épaule. Julien resta immobile, la tenant contre lui, le regard perdu dans l'obscurité. Il pensa au temps qui lui restait à ces jours qu'il ne voulait plus gâcher. Il ne savait pas encore ce qu'il ferait demain, mais il savait qu'il voulait être là, avec elle, et c'était déjà une forme de vérité. Le jour se levait à peine quand Julien se réveilla. Le lit était encore chaud du corps endormi de Camille, mais elle n'était plus là. Une légère odeur de savon flottait dans l'air, signe qu'elle avait profité de la salle de bain pour se laver avant de sortir. Sur la table, un morceau de papier froissé portait quelques mots griffonnés à la hâte. « Je suis sorti marcher. Je reviens. » Julien resta un moment à observer cette note, touché par sa simplicité. C'était la première fois qu'elle laissait un signe tangible de confiance. Il s'habilla lentement, descendit à la réception, laissa la clé à l'homme derrière le comptoir sans dire un mot, puis sortit dans la lumière pâle du matin. Les rues étaient calmes. Il marcha sans but, passant devant une boulangerie puis s'arrêtant pour acheter 2 cafés à emporter. Il en tendrait un à Camille quand elle reviendrait. Il ne doutait pas qu'elle reviendrait. Il se surprit même à penser qu'il aurait été inquiet si elle ne l'avait pas fait. Une pensée nouvelle, étrange, mais désormais familière. Ils s'étaient donné rendez-vous sans le dire, liés par un rythme silencieux, presque animal. Et comme prévu, elle revint 1 heure plus tard, sortant d'une ruelle adjacente, les mains dans les poches, les cheveux encore humides de la brume matinale. Julien lui tendit le café. Elle le prit sans un mot, et ils s'assirent sur un banc, devant l'hôtel, observant la ville s'éveiller. « Tu dors mal ici ?» demanda-t-il. Elle haussa les épaules. « Je dors mal partout. C'est pas le lit, c'est l'intérieur. » Il hocha la tête, comprenant sans demander davantage. Ils décidèrent de marcher. Leurs pas les menèrent à Belleville, un quartier que Camille connaissait bien. Elle semblait plus nerveuse que les jours précédents, ses yeux balayant les rues avec une attention accrue. Julien le remarqua, mais n'en fit pas mention. Ils s'arrêtèrent devant un petit kiosque à journaux. Camille s'accroupit pour attacher ses lacets, puis se figea. Julien suivit son regard. Un homme se tenait de l'autre côté de la rue, vêtu d'un long manteau beige, un chapeau enfoncé sur la tête. Il ne faisait rien de particulier, mais ses yeux fixaient Camille avec une intensité glaciale. Elle se releva, les mains tremblantes, et tira Julien par la manche. « Viens !» Il obéit, intrigué par la panique qu'il percevait dans sa voix. Ils tournèrent au coin de la rue, puis encore une fois. Camille s'arrêta, le dos contre un mur, respirant fort. Julien s'approcha. « Tu veux m'expliquer ?» Elle secoua la tête. « Non, pas maintenant. »
Il n'insista pas, mais l'inquiétude s'installa. Ce n'était pas seulement une peur passagère. Quelque chose, dans le regard de Camille, avait changé. Une alarme silencieuse s'était déclenchée et elle ne savait plus comment l'éteindre. Ils reprirent leur marche, cette fois dans une autre direction, vers des quartiers plus animés, comme pour se fondre dans la foule. Ils s'arrêtèrent dans un café modeste, s'installèrent à une table en terrasse. Camille gardait les yeux sur la rue, comme si elle craignait que l'homme réapparaisse. Julien ne disait rien, mais son esprit tournait à toute vitesse. Qui était cet homme? Pourquoi ce regard entre eux? Et pourquoi Camille refusait-elle d'en parler? Elle brisa le silence après un long moment. Il s'appelle Laurent. C'était un ami de mon ex, celui qui m'a détruite. Ils faisaient des affaires ensemble, pas très nettes. Julien écoutait sans bouger. Camille continuait, sa voix plus tendue. Il m'a accusé d'avoir pris de l'argent. Ce n'est pas vrai. Mais j'ai fui, je n'avais rien pour me défendre. Pas de preuves, pas d'alliés. Alors j'ai disparu. Julien sentit monter en lui une colère sourde. Non contre elle, mais contre ce monde opaque, cruel, qui broyait les plus faibles sans remords. « Et maintenant » demanda-t-il. Camille haussa les épaules. « Maintenant, il me cherche encore. Ou alors c'est un hasard. Peut-être qu'il est juste là. Peut-être qu'il veut juste me rappeler que je ne suis jamais vraiment libre. » Le reste de la journée fut silencieux. Camille refusait de quitter les rues trop fréquentées. Julien se contentait de marcher à ses côtés, sentant que le moindre mot mal placé pourrait briser l'équilibre fragile qu'ils avaient construit. Le soir venu, ils retournèrent à l'hôtel. Camille voulut réserver une chambre dans un autre quartier. Julien n'hésita pas. Ils prirent un taxi, s'installèrent dans un petit hôtel près de la gare de Lyon, loin de Belleville, loin de l'homme au manteau beige. Dans la chambre, Camille s'enferma dans la salle de bain. Julien s'allongea sur le lit, le regard fixé au plafond. Il se demandait ce qu'il faisait, pourquoi il restait. Il pensait à son propre compte à rebours, à ces jours qui défilaient, et à cette étrange certitude qu'il avait trouvé quelque chose de vrai là dans les yeux d'une femme cassée. Quand Camille ressortit, elle était en peignoir, les cheveux mouillés, les yeux rougis. Elle s'allongea sur le lit, sans un mot, à côté de lui. Julien ne bougea pas. Elle posa sa main sur la sienne. « Je ne veux pas fuir toute ma vie. » Il serra ses doigts. « Alors on reste, on affronte. » Elle hocha la tête. Et dans ce silence, il y avait déjà une promesse. Le lendemain matin, Paris s'étirait sous un ciel pâle, la ville vibrante d'un quotidien qui semblait vouloir les avaler. Julien se leva avant Camille, comme il en avait pris l'habitude. Il descendit discrètement, acheta 2 cafés et quelques viennoiseries, puis retourna à la chambre. Elle dormait encore, le visage plus apaisé que d'ordinaire, comme si cette nuit dans un autre quartier, loin des fantômes, avait suspendu un instant la peur. Il s'assit en silence, laissa le sac sur la table, puis regarda par la fenêtre, ouverte. Le monde continuait, les voitures passaient, les gens pressaient le pas. Et lui, condamné par un mois qui fondait comme neige, ressentait une urgence nouvelle. Quand Camille s'éveilla, elle le trouva absorbé par ses pensées. Elle se redressa, prit un croissant sans dire un mot, puis s'assit en face de lui. Ils partagèrent ce petit déjeuner en silence, puis Julien posa la tasse et la regarda avec une intensité nouvelle. « Je veux faire quelque chose, dit-il. Quelque chose qui laisse une trace, pas une trace de moi, une trace pour les autres. » Camille le regarda, intrigué. Il poursuivit. « J'ai de l'argent, beaucoup, assez pour acheter des voitures, des maisons, des voyages. Mais rien de tout ça ne m'importe plus. J'ai envie de l'utiliser autrement. » Elle fronça les sourcils. « Pour faire quoi ?» Julien sourit, presque gêné. « Je ne sais pas encore, mais j'ai pensé à hier, à toi, à ce que tu as vécu, aux gens qu'on a croisés dans le squat, dans la rue. Et je me suis dit, si on pouvait les aider un peu, juste un peu, sans poser de questions, sans bureaucratie, sans formulaire, juste leur donner une seconde chance. » Camille se redressa lentement. Ce qu'elle voyait dans les yeux de Julien n'était pas la pitié, ni la folie. C'était un besoin profond, viscéral, de sens. Elle le comprit sans l'exprimer. Et au lieu de répondre, elle dit simplement « On commence par quoi ?» Julien sortit un carnet de son sac. Il y avait inscrit quelques idées durant la nuit. Des gestes simples, presque naïfs, mais porteurs d'une intention. Ils choisirent ensemble une rue animée, dans le 11e arrondissement.
une grande artère, bordée de cafés et de petites boutiques. Ils s'installèrent sur une terrasse. Julien appela le serveur, commanda un café pour lui, puis dit « Et pour tous ceux qui viendront jusqu'à midi, je paye. » Le serveur le regarda, incrédule. « De tous ?» Julien hocha la tête. « Tous. » L'homme hésita, puis acquiesça. Les premiers clients furent surpris, certains méfiants, d'autres ravis. Julien n'attendait rien. Il observait. Camille riait. Elle riait vraiment. Ce rire qui n'était pas nerveux, ni défensif. Un rire clair, presque enfantin. Elle prenait des notes sur le carnet décrivant les visages, les réactions. Elle notait les noms quand les gens acceptaient de se présenter et inventait ceux qui restaient anonymes. Ils passèrent la matinée ainsi à offrir du café, des croissants, un peu de chaleur. À midi, ils partirent sans bruit. Dans l'après-midi, ils se rendirent dans une petite librairie que Camille connaissait. Une vieille boutique aux étagères tordues, tenue par une femme d'un certain âge, Madame Berthelot. Camille lui parla, l'écouta, puis sortit dans la rue pour rejoindre Julien. Elle est à 2 doigts de fermer. Trop de dettes, pas assez de clients. Julien entra, regarda autour de lui. L'endroit sentait l'encre, la poussière et la mémoire. Il demanda combien il faudrait pour garder les portes ouvertes 1 an. La vieille femme, méfiante, annonça une somme. Julien la sortit en liquide, sur place. Elle eut les larmes aux yeux mais ne posa aucune question. Camille serra sa main. Julien, lui, se contenta de sourire. Ils enchaînèrent ainsi plusieurs gestes improbables. À la sortie d'un supermarché, Julien donna une enveloppe à une vieille dame qui comptait ses pièces pour payer un paquet de pâtes. Dans un salon de coiffure désert, il régla 6 mois de loyer en échange de rien. Il paya 1 mois d'électricité pour une famille dans un immeuble décrépit. Partout où ils allaient, ils laissaient derrière eux une trace légère, presque invisible. Rien qui crie, rien qui s'exhibe, juste une onde discrète de soulagement, d'humanité, de bonté inattendue. Camille, au début, restait en retrait. Elle observait, mais peu à peu, elle prenait part. Elle suggérait, questionnait, proposait. Julien la laissait guider. Il sentait qu'en lui donnant cette place, il l'aidait à retrouver une voix, une dignité qu'elle avait enterrée sous des années de silence et de fuite. Ils devinrent une équipe silencieuse, 2 solitudes réunies dans une mission absurde et magnifique. Le soir, ils rentrèrent à l'hôtel, exténués mais étrangement légers. Camille, allongée sur le lit, regardait le plafond, un sourire flottant sur ses lèvres. Julien s'assit au bord, ouvrit le carnet, y inscrivit la date et écrivit « Aujourd'hui, on a allumé quelques bougies dans l'obscurité. » Camille se tourna vers lui. « Tu crois que ça changera quelque chose ?» Il haussa les épaules. « Peut-être pas, mais pour ceux qu'on a croisés, aujourd'hui, c'était différent. Et pour moi, c'est déjà tout. » Ils partagèrent un dîner simple, acheté à emporter. Du couscous dans des barquettes en aluminium, 2 canettes de limonade, 1 fond de chocolat. Camille parlait plus qu'à l'accoutumée. Elle racontait les histoires des gens qu'ils avaient rencontrés, les hypothèses sur leur vie, leur lendemain. Julien l'écoutait, fasciné. Il n'avait jamais entendu sa voix aussi vive, aussi libre. Et il comprit que malgré le temps qui lui manquait, il assistait à quelque chose de précieux, une résurrection. Pas la sienne, celle de Camille. La nuit tomba. Ils restèrent l'un à côté de l'autre, sans gestes inutiles, sans phrases de trop. Juste là, dans le silence d'un hôtel quelconque, avec le monde dehors et leur étrange aventure en cours. Julien ferma les yeux. Il sentit la main de Camille effleurer la sienne. Et dans ce contact, il y avait la promesse d'un lendemain, même incertain, un lendemain à 2. Ils commencèrent la journée dans un quartier plus calme, non loin du Marais, attiré par les ruelles étroites et les façades anciennes que Camille disait aimer autrefois lorsqu'elle se promenait encore en tant que simple habitante, avant que tout bascule. Il faisait doux, un vent léger traversait les rues comme une caresse distraite, et pour la première fois depuis des semaines, Camille semblait presque sereine. Julien, attentif à chaque nuance de son visage, observait sans interférer, conscient que chaque instant de paix était précieux. Ils s'installèrent à une terrasse discrète, à l'abri des regards pressés. Le serveur les reconnut d'une autre visite récente et leur servit sans attendre leurs commandes habituelles. Café noir pour lui, thé vert pour elle. Camille tournait lentement sa cuillère, les yeux perdus sur la surface tremblante du liquide. Julien sortit son carnet, griffonna quelques mots puis releva les yeux. « Tu veux faire quelque chose de spécial aujourd'hui ?» demanda-t-il. Elle sourit à peine. «
Aujourd'hui, j'aimerais juste rester invisible. Cette phrase, prononcée doucement, résonnait avec une ironie tragique, car à peine, quelques minutes plus tard, l'invisible allait redevenir visible de la manière la plus brutale. L'homme au manteau beige. Il apparut sans bruit, comme un mauvais souvenir incarné. Il se posta devant leur table, les mains dans les poches, le regard froid braqué sur Camille. Julien ne le reconnut pas tout de suite, mais Camille, elle, se figea. Son corps se tendit, son visage perdit toute couleur. Elle ne dit rien. L'homme, lui, sourit, un rictus qui n'avait rien de chaleureux. « Bonjour, Camille. » Sa voix était grave, posée, presque polie, mais chaque syllabe vibrait d'une menace contenue. Julien se leva instinctivement, interposant son corps entre Camille et l'homme. « Vous la connaissez ?» demanda-t-il, le ton ferme. L'homme ne broncha pas. Il ne regardait que Camille. « Tu pensais qu'on ne te retrouverait jamais, que tu pouvais simplement disparaître. » Camille se leva lentement. « Je n'ai rien pris, tu le sais. » Sa voix était calme, mais ses mains tremblaient. L'homme fit un pas en avant. Julien le repoussa légèrement du torse. « Ça suffit, elle ne vous doit rien. » L'homme se tourna vers lui, le détailla avec un mépris non dissimulé. « Et vous, le sauveur au portefeuille généreux, vous, croyez quoi? Qu'elle est tombée du ciel propre et innocente. Elle a fui avec plus que des secrets. Et si vous croyez qu'elle vous dit tout, il laissa sa phrase en suspens puis recula. Dis-lui ce que tu as fait, Camille, ou il le découvrira à sa manière. Il s'éloigna ensuite, tranquillement, disparaissant dans la foule comme une ombre. Camille restait là, raide, le visage figé. Julien lui prit le bras. « Viens. » Ils quittèrent la terrasse sans payer. Le serveur, témoin de la scène, ne dit rien. Ils marchèrent vite, presque en courant, tournant à l'angle de plusieurs rues jusqu'à trouver un petit square désert. Camille s'assit sur un banc, la tête dans les mains. Julien s'accroupit devant elle. « Tu veux m'expliquer ?» Elle resta silencieuse longtemps, puis releva enfin les yeux. « Je ne t'ai pas menti, je n'ai rien volé, mais j'ai fui, et j'ai laissé derrière moi des gens qui ont cru que je les avais trahis, parce que je n'ai rien dit, parce que j'avais peur. » Elle marqua une pause. Laurent était l'un d'eux. Il m'aimait, je crois, à sa façon, tordue, et il n'a pas supporté que je parte sans un mot. Julien s'assit à côté d'elle. Pourquoi ne pas m'avoir raconté ça plus tôt? Camille baissa la tête. Parce que ça rend les choses réelles, parce que j'avais peur que tu partes, que tu me regardes comme eux, comme une menteuse, une voleuse. Julien ne répondit pas tout de suite. Il regardait devant lui, les arbres nus, les feuilles mortes au sol. Puis, d'une voix calme, « Je ne suis pas eux, mais j'ai besoin de tout savoir. » Camille se tourna vers lui. « Il n'y a rien d'autre, pas d'argent, pas de secret, juste de la peur, et un silence qui a pris trop de place. » Julien se leva. « J'ai besoin de réfléchir. » Seul. Elle le regarda, blessé. Il marcha lentement, s'éloignant sans se retourner. Il passa le reste de l'après-midi à errer. Les mots de l'homme, la peur dans les yeux de Camille, tout tournait en boucle dans son esprit. Il se sentit trahi, non par des mensonges, mais par des silences. Et pourtant, au fond de lui, il savait qu'il n'était pas fâché. Il était déçu, non pas d'elle, de lui-même pour avoir cru pouvoir tout comprendre si vite, pour avoir imaginé que la douleur de Camille serait « simple, accessible, explicable ». Il s'assit sur un banc au bord de la Seine, sortit le carnet. Il écrivit une seule phrase. Parfois, la vérité fait plus peur que le mensonge. Puis il referma le carnet, le glissa dans son sac et regarda les bateaux passer. Quand la nuit tomba, il se leva, marcha sans but jusqu'à un quartier qu'il ne connaissait pas. Il acheta une bouteille d'eau, une pomme, s'assit dans une ruelle tranquille. Il pensait à Camille, seule dans cette chambre, peut-être en train de pleurer ou de fuir à nouveau. Il se demandait s'il voulait encore l'aider ou s'il en était seulement capable. Et pourtant, malgré la confusion, malgré la colère sourde, une chose restait claire, il ne voulait pas que cela s'arrête ici. Pas comme ça, il avait besoin de comprendre, de lui parler, de l'écouter vraiment, mais pas ce soir, pas encore. Ce soir, il avait besoin de silence, de distance, pour ne pas juger, pour ne pas blesser. Demain, il reviendrait. Demain, il ouvrirait à nouveau la porte. Parce qu'il n'était plus seulement un homme qui mourait, il était devenu un homme qui voulait comprendre ce que vivre signifiait au-delà des apparences, au-delà des peurs.
Julien marchait encore, les rues de Paris semblant s'étirer à l'infini devant ses pas incertains. Le froid s'était intensifié à mesure que la nuit s'installait, et les lumières jaunes des lampadaires projetaient des ombres vacillantes sur les trottoirs déserts. Il n'avait pas de destination précise, seulement ce besoin de s'éloigner de tout, de Camille, de ses doutes, de l'homme au manteau beige, mais surtout de lui-même. Il traversa le canal Saint-Martin, resta un moment à observer le reflet des réverbères dans l'eau noire, puis continua son errance, le carnet dans la poche et les pensées en désordre. Il s'arrêta finalement dans un petit square vide, s'assit sur un banc, le regard fixé sur les graviers sales et les papiers abandonnés au sol. Il s'en voulait d'avoir quitté Camille ainsi. Pas pour avoir pris du recul, mais pour avoir laissé planer ce silence coupable, celui qui condamne, sans juger, qui abandonne sans mots. Il aurait dû dire qu'il reviendrait. Il aurait dû lui tendre la main même dans le doute. Il passa les mains sur son visage, tentant de chasser ce malaise persistant. En se levant pour repartir, un détail attira son attention. Un tas de détritus débordait d'une poubelle de parc, et parmi les papiers froissés, une enveloppe blanche dépassait, comme si elle avait été posée là à la hâte, sans conviction. Il s'en approcha, poussé par un étrange instinct. L'enveloppe était sale mais intacte. Il la prit, l'ouvrit. À l'intérieur, une feuille pliée en deux, écrite à la main. L'écriture était irrégulière, nerveuse mais lisible. En haut, un nom écrit en lettres capitales, Maxime. Julien s'assit de nouveau et commença à lire. C'était une lettre, une longue lettre adressée à un frère. Les premières lignes suffirent à figer son souffle. Camille. Il reconnut son style, ses mots, cette manière de tourner autour des choses sans les fuir. Elle écrivait à Maxime pour lui expliquer pourquoi elle avait disparu, pourquoi elle n'avait jamais répondu à ses appels, pourquoi elle avait préféré devenir une ombre plutôt que de lui imposer sa chute. Elle parlait de la peur, de la honte, du silence qu'on choisit quand les mots deviennent trop lourds. Elle racontait comment elle avait été piégée par un homme violent, manipulateur, qui l'avait entraînée dans des affaires douteuses, l'isolant de tous, jusqu'à la convaincre qu'elle n'avait plus rien à offrir, à personne. Elle écrivait aussi que Laurent, l'homme au manteau beige, l'avait menacée de représailles si elle parlait, si elle dénonçait quoi que ce soit. Qu'elle avait fui pour survivre, et non pour trahir. Julien lut chaque ligne avec une attention fébrile. Il découvrait un autre visage de Camille, non pas celui qu'elle lui avait montré, mais celui qu'elle avait caché même à elle-même. Une femme brisée, oui, mais courageuse. Une femme qui avait tenté de dire adieu, non pour se disculper, mais pour libérer l'autre de sa culpabilité. La dernière phrase le frappa en plein cœur. « Si tu lis ceci un jour, Maxime, sache que je t'ai toujours aimé, mais que je n'ai pas su comment revenir. » Il resta là longtemps, la lettre dans les mains, le cœur battant. Il comprenait maintenant. Camille n'avait rien volé. Elle avait fui la violence, le chantage, la peur, et s'était condamnée elle-même à l'oubli pour ne pas mettre les autres en danger. Et lui, Julien, l'avait laissée seule au moment où elle aurait eu besoin de soutien. Il se leva d'un bond, rangea la lettre dans sa poche et se mit à courir. Il devait la retrouver. Maintenant, il prit un taxi, donna l'adresse de l'hôtel où elle devait encore être. Durant le trajet, il relut la lettre une fois, deux fois, incapable de se détacher de ses mots. Chaque phrase lui révélait un peu plus la vérité, non seulement sur elle, mais sur lui-même. Il avait voulu aider, quelqu'un pour réparer son propre vide. Il avait cru pouvoir guérir l'autre en la sauvant, mais Camille n'avait pas besoin d'un sauveur. Elle avait besoin d'un témoin, d'un compagnon de route, pas d'un juge. Arrivé à l'hôtel, il monta les escaliers deux par deux, cogna à la porte. Pas de réponse. Il frappa plus fort. Toujours rien. Il appela à la réception. Personne ne l'avait vu sortir. Il redescendit, sortit dans la rue, scruta les alentours. Et soudain, au coin de la rue, il la vit. Camille, assise sur un rebord de fenêtre, recroquevillée, les bras autour des jambes, le regard perdu. Il s'approcha lentement, s'accroupit à côté d'elle. « Camille !» Elle leva les yeux, surprise, puis elle détourna le regard. « Je sais », dit-elle simplement. Julien sortit la lettre de sa poche, la lui tendit. « Elle n'a pas disparu, elle m'a trouvé. » Camille la prit, la reconnut immédiatement, ses doigts tremblants. Elle ne dit rien. Julien s'assit à côté d'elle, laissa passer quelques secondes. Puis, « Je suis désolé pour mon silence, pour mon
Départ, moi j'ai eu peur. Pas de toi, de ne pas être à la hauteur. Elle le regarda enfin, les yeux rouges. Tu sais tout maintenant. Julien acquiesça. Et je suis encore là, si tu veux bien de moi. Camille serra la lettre contre elle, ferma les yeux. Il la prit doucement dans ses bras. Elle se laissa faire. Le silence entre eux n'était plus une barrière. Il était devenu un refuge. Ils rentrèrent à l'hôtel sans parler. Une fois dans la chambre, Camille s'assit sur le lit, ouvrit la lettre, la relut lentement. Julien resta debout, près de la fenêtre, observant les toits de Paris sous la lune. Lorsqu'elle eut terminé, elle le rejoignit, posa la tête contre son épaule. « Merci », dit-elle. Ce mot, si simple, contenait plus que des excuses, plus que de la gratitude. Il contenait la promesse d'un renouveau. Julien ferma les yeux. Il ne savait toujours pas combien de jours il lui restait, mais il savait désormais ce qu'en faire. La nuit avait été plus paisible que toutes celles qu'ils avaient traversées jusque-là. Dans la chambre silencieuse de l'hôtel, la ville semblait avoir suspendu son souffle, comme si elle respectait ce moment de trêve entre deux âmes égarées. Camille dormait, la lettre de Maxime posée à côté d'elle sur la table de chevet. Julien, les yeux ouverts dans l'obscurité, observait son visage détendu, ses traits relâchés, comme si enfin le poids des années s'était un peu allégé. Il ne dormait pas, mais il ne se sentait pas épuisé. Il ressentait une clarté intérieure, un calme profond qu'il n'avait jamais connu, même aux plus belles heures de sa vie de réussite. Quand l'aube pointa, il se leva doucement, enfila un manteau, sortit sans faire de bruit. Il marcha longtemps, traversant la ville encore endormie. Ses pas le conduisirent devant l'hôpital où tout avait commencé. Il hésita quelques secondes, puis entra comme guidé par un besoin irrationnel. Il s'adressa à la réception, demanda à revoir le docteur Lefebvre. On lui indiqua d'attendre. 1 heure passa. Puis, enfin, le médecin apparut, visiblement surpris. Ils s'installèrent dans un petit bureau. Julien expliqua qu'il voulait un dernier bilan, une vérification. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en lui, peut-être le désir de clore une boucle, l'avait ramené ici. Le médecin acquiesça presque gêné. On le fit passer par une série d'examens, de tests, de scanners. Le personnel était courtois, professionnel, mais Julien se sentait comme un spectateur distant, étranger à sa propre histoire. Il attendit encore, seul dans une salle grise, jusqu'à ce que le docteur Lefebvre revienne, les mains pleines, de dossiers. Ce qu'il annonça, Julien mit quelques secondes à comprendre. Il y avait eu une erreur, un échange de résultats. Les cellules anormales observées dans ses premiers examens n'étaient pas les siennes. Sa pathologie, bien réelle, était bénigne, traitable, non mortelle. Il ne lui restait pas un mois à vivre. Il n'allait pas mourir. Pas maintenant. Pas de cette maladie. Julien resta immobile. Il ne pleura pas. Il ne cria pas. Il sentit seulement un vertige, une onde froide parcourant son corps. Il se leva, serra la main du médecin, sortit sans un mot. Dans la rue, le bruit de la ville s'était décuplé. Les klaxons, les voix, les moteurs, tout lui semblait brutal, agressif. Il marcha vite, comme pour échapper à cette vérité, nouvelle qui s'abattait sur lui comme une malédiction inversée. Il retourna à l'hôtel sans réfléchir. Camille était éveillée, assise sur le lit, les jambes croisées, la lettre entre les mains. Elle leva les yeux vers lui, vit son visage blême. Qu'est-ce qui se passe? Il ne répondit pas immédiatement. Il s'assit, prit une longue inspiration, puis d'une voix calme, « Il y a eu une erreur. Je ne vais pas mourir. » Elle le regarda figée. « Comment ça ?» Julien lui raconta chaque détail, chaque mot du médecin. Elle l'écouta en silence, sans l'interrompre. Quand il termina, elle détourna le regard. Il voulut lui prendre la main, mais elle se leva brusquement. « Alors tout ce qu'on a vécu... » Il se leva à son tour. Rien n'était faux, chaque instant était vrai. Je ne savais pas. Camille recula d'un pas. Mais moi je croyais. Et toi aussi. Tu es venu vers moi parce que tu croyais mourir. Tu m'as regardé avec des yeux de fin du monde. Sa voix tremblait. Et maintenant, tu vas recommencer ta vie, reprendre tes affaires, ton appartement à Montmartre? Julien secoua la tête. Je ne peux pas. Ce moi, même s'il était basé sur un mensonge involontaire, il m'a révélé ce que je suis, ce que je veux. Camille ne disait rien. Il ajouta, « Je veux faire quelque chose, pas pour moi,
pour les autres, pour ceux qui sont invisibles, comme toi, comme ceux qu'on a aidés. Je veux que ça continue, avec ou sans moi. » Elle resta, immobile, les bras croisés, la respiration courte. « Tu ne comprends pas, Julien. Moi, je t'ai cru, je t'ai ouvert une porte que je croyais à jamais scellée. Et maintenant, je ne sais plus si c'était pour toi ou pour la mort que tu croyais porter. » Elle baissa la tête. « Je dois réfléchir. » Il voulut l'enlacer, mais elle le repoussa doucement. « Laisse-moi un peu de temps. » Julien sortit. Il ne savait pas où aller. Il marcha sans but, encore une fois. Mais cette fois, il n'y avait plus de fatalité, plus de désespoir. Il y avait seulement un vide, un espace qu'il devait apprendre à habiter autrement. Il repensa à tout ce qu'ils avaient fait ensemble, au café offert, aux loyers réglés, aux visages croisés. Rien de cela n'était perdu. Tout cela existait. Il ne voulait pas que cela meure avec la fin de l'illusion. Il alla à la banque, retira une somme importante. Il trouva un notaire, expliqua son projet. Créer un fonds, une structure discrète, sans vitrine, sans bureaucratie, mais avec des relais, des antennes, des gens de confiance. Il voulait aider, vraiment, sans contrepartie. Il voulait que Camille en soit la première bénéficiaire, mais aussi la première partenaire. Il appela un ancien collègue, expliqua qu'il quittait définitivement la société. Il ne voulait plus diriger, il voulait agir. Il visita des lieux, parla à des associations. Il semait les graines d'un avenir dont il ne connaissait pas encore la forme, mais qu'il savait désormais possible. Il n'attendait rien, sauf peut-être un signe d'elle. 2 jours plus tard, il reçut un message court. « Retrouve-moi, à l'endroit des lasagnes. » Il sourit. C'était le restaurant où ils avaient mangé ensemble pour la première fois. Il y alla, le cœur battant. Camille l'attendait, assise à la même table. Elle se leva, le regarda longuement. « Tu es revenu. » Il hocha la tête. « Je ne suis jamais parti. » Elle sourit, enfin. Pas un grand sourire, mais un vrai. Ils s'assirent. Le serveur les reconnut. Camille posa une feuille pliée sur la table. « J'ai écrit ça pour toi, c'est une idée, pour le fond, pour les invisibles, pour ceux qui veulent recommencer. » Julien prit la feuille, lut les premières lignes. C'était un manifeste, simple, fort, clair. Il releva les yeux. « On va le faire, ensemble. » Elle hocha la tête. Il n'y eut pas d'accolade, ni de déclaration. Juste 2 mains qui se frôlèrent sur la table. Et dans ce frôlement, un avenir se dessinait. Pas celui qu'ils avaient prévu, mais celui qu'ils avaient choisi. Ensemble, la nouvelle de son erreur de diagnostic, aussi irréelle qu'elle fût, continuait de résonner en lui comme une cloche fêlée. Julien, pourtant revenu d'un gouffre qu'il croyait définitif, ne ressentait pas la légèreté que l'on pourrait attendre d'un tel revirement. Ce n'était ni du soulagement, ni de la joie. C'était un vertige, comme si son âme n'arrivait pas à retrouver ses repères dans ce corps encore en vie. Il passait ses journées à poser les fondations du fond qu'il et Camille avaient imaginé, mais chaque action semblait le renvoyer à cette contradiction profonde. Il n'était plus condamné, mais il ne pouvait plus vivre comme avant. Camille, depuis leur rencontre au restaurant, avait repris une place discrète mais essentielle dans sa vie. Elle l'aidait, écrivait, dessinait les contours d'une structure qu'elle voulait humaine, souple, réactive. Elle parlait avec d'autres personnes de la rue, elle connaissait les codes, les besoins, les peurs. Julien la regardait travailler avec admiration. Elle ne se projetait pas comme une assistée, mais comme une bâtisseuse. Elle n'attendait rien. Elle proposait, elle agissait, et il la laissait faire. Mais malgré la complicité retrouvée, un espace flottait encore entre eux, quelque chose d'indéfini que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. Peut-être parce que le fil qui les avait réunis était la mort imminente de Julien, et qu'à présent qu'il avait reculé de la falaise, il ne savait plus très bien comment marcher côte à côte. Le lien semblait intact, mais sa nature avait changé. Julien, troublé, savait qu'il devait clarifier ses intentions, pas pour Camille, mais pour lui-même. C'est dans cet état d'esprit qu'il décida de retourner à l'hôpital, cette fois sans peur, sans urgence. Il voulait revoir les résultats, comprendre exactement ce qui s'était passé, rencontrer de nouveau le docteur Lefebvre, poser les questions qu'il n'avait pas eu la force de formuler la première fois. Il prit rendez-vous et s'y rendit, seul sans prévenir Camille. Il avait besoin de refermer cette boucle intérieure.
L'accueil fut différent, les infirmiers semblaient plus détendus, presque familiers. Il s'assit dans la salle d'attente, feuilletant un magazine abandonné, les pensées enchevêtrées. Quand son nom fut appelé, il suivit le couloir jusqu'au bureau du docteur. Celui-ci l'attendait, les dossiers bien en ordre sur son bureau, le visage sérieux. « Monsieur Moreau, je vous remercie d'être revenu. » Julien s'assit, acquiesça. « J'ai besoin de comprendre. Comment une erreur aussi grave a-t-elle pu se produire ?» Le médecin prit une longue inspiration. Ce n'est pas une réponse simple. Il y a eu une inversion de résultats lors du transfert entre deux services. Vos examens ont été confondus avec ceux d'un autre patient dont le nom était similaire au vôtre. C'est rare, mais cela arrive. Le système est informatisé, mais les erreurs humaines existent encore. Julien écoutait sans réagir. Le médecin poursuivit. « Ce patient est malheureusement décédé il y a quelques jours, et c'est lors de l'examen post-mortem que nous avons identifié l'erreur. Nous avons immédiatement revu vos résultats originaux. Votre pathologie est bien différente, chronique, certes, mais traitable et non létale. » Le silence s'installa. Julien fixait le sol. Puis, d'une voix plus douce, il demanda « Et si je n'étais pas revenu, si je n'avais pas eu ce doute ?» Le médecin baissa les yeux. « Vous auriez vécu dans la certitude d'une fin proche, avec toutes les conséquences que cela implique. » Julien hocha lentement la tête. « Je l'ai fait. » Il quitta l'hôpital en fin de matinée, les mains dans les poches, l'esprit bousculé. Le monde lui apparaissait à la fois plus lumineux et plus cruel. Il pensa à l'autre homme, celui à qui appartenait le véritable diagnostic. Un inconnu, mort quelques jours plus tôt, dont le sort s'était mêlé au sien de façon tragique. Il se sentit coupable d'être en vie, comme si cette survie lui avait été arrachée à l'autre par erreur. Et pourtant, ce sentiment ne paralysait pas. Il nourrissait sa volonté de continuer ce qu'il avait commencé. Il retourna voir Camille, la trouva assise dans un petit local qu'ils avaient récemment loué pour lancer officiellement leur initiative. Elle annotait des papiers, entourés de boîtes de dons, de dossiers, de flyers à moitié découpés. Lorsqu'elle le vit, elle comprit que quelque chose avait changé. « Alors ?» demanda-t-elle simplement. Julien s'assit en face d'elle, lui raconta tout sans omission. Elle l'écouta posément. Puis après un silence, elle dit « Ce que tu fais depuis un mois, ce n'était pas parce que tu allais mourir, c'était parce que, pour la première fois, tu vivais. » Il sentit les larmes lui monter aux yeux. Pas de tristesse, de reconnaissance. « Je veux que tu sois cofondatrice du fonds, » dit-il enfin. « Que ton nom y figure, que ce soit autant à toi qu'à moi. » Camille sourit d'un sourire sincère, profond. « Alors appelle-le seconde vie, parce que parfois c'est ce qu'il faut. » Julien acquiesça. Le nom sonnait juste, et dans ce mot, il y avait toute leur histoire. Ils passèrent le reste de la journée à organiser, planifier, rêver. Les appels s'enchaînèrent, les premiers volontaires se manifestèrent, d'anciens bénéficiaires vinrent proposer leur aide. Une dynamique prenait forme, presque tangible. Le soir venu, alors qu'il fermait les volets du local, Julien s'arrêta un instant sur le pas de la porte. Camille était derrière lui. Il se retourna, la regarda longuement. « Je ne sais pas ce que tu ressens. Je ne sais pas si tu veux de moi comme homme, comme ami, comme partenaire, mais je sais que je ne veux pas continuer sans toi. » Elle ne répondit pas. Elle s'approcha, posa sa main sur la sienne. « Alors continue avec moi, pas comme avant, pas comme prévu, juste avec moi. » Ils restèrent là, un instant, immobiles dans la lumière déclinante. Deux vies suspendues, prêtes à recommencer. Ensemble. Les jours qui suivirent furent faits d'un rythme nouveau, à la fois intense et suspendu. Julien et Camille travaillaient côte à côte à la structuration de Seconde Vie. Ce projet, devenu plus qu'une idée, un abri concret pour ceux qui, comme elle, avaient chuté sans trouver de main tendue. Pourtant, derrière les actions, les réunions improvisées, les coups de téléphone et les formulaires à rédiger, il persistait, un espace non dit entre eux, un vide discret mais perceptible, où la parole hésitait à se poser. Julien sentait que Camille avait reculé d'un pas, non dans sa présence, constante, ni dans son engagement, sincère, mais dans cette vibration intime qui les avait liés pendant les jours d'incertitude. Elle parlait, elle riait parfois, elle décidait avec assurance, mais il y avait dans ses gestes une retenue que Julien n'avait pas connue auparavant. Il se demandait si ce recul venait de lui, de la révélation de sa non-maladie, de cette fausse mort qui avait été le point de départ de leur histoire.
Il n'osait pas forcer les mots. Il espérait que le temps permettrait de redessiner leur relation sur des bases plus solides, plus honnêtes. Mais chaque soir, lorsqu'ils fermaient ensemble les portes du local, ils sentaient la distance dans les silences prolongés, les regards qui se détournaient trop vite. Un soir, alors qu'ils rangèrent des cartons remplis de vêtements donnés par une association, Julien trouva une vieille écharpe en laine bleue, abîmée mais douce au toucher. Il la tendit à Camille, un sourire timide aux lèvres. « Elle irait bien avec ton manteau, non ?» Elle la prit, la regarda un instant, puis répondit « Peut-être ». Il attendit qu'elle ajoute quelque chose. Rien ne vint. Il comprit alors que ce n'était pas le moment pour des gestes tendres. Le souvenir de leur proximité passée planait encore, mais la réalité avait changé. Julien rentra seul ce soir-là, pour la première fois depuis des semaines. Il s'installa dans le petit studio qu'il avait loué non loin du local. Il se servit un verre d'eau, s'assit sur le canapé et ouvrit son carnet. Les pages précédentes étaient remplies de mots fiévreux, de projets, d'instantanés de jours vécus à pleine vitesse. Mais ce soir-là, il ne sut pas quoi écrire. Il referma le carnet, posa la tête contre le dossier et resta immobile, tentant de comprendre où il en était, où ils en étaient. Pendant ce temps, Camille était restée au local. Elle n'était pas partie immédiatement. Elle avait allumé une lampe, s'était assise sur une chaise près de la fenêtre, observant les passants dans la rue. Elle pensait à Julien, à tout ce qu'ils avaient partagé, à tout ce qui avait été vrai, mais aussi à ce qui, désormais, ne lui semblait plus aussi limpide. Elle ne lui en voulait pas, elle ne se sentait pas trahie, mais elle avait besoin de comprendre ses propres émotions sans l'urgence de la mort comme catalyseur. Elle se demandait si elle aurait accepté d'entrer dans sa vie s'il n'avait pas été condamné, si elle aurait ouvert son cœur, raconté son passé, pleuré sur son épaule. Elle se demandait si l'amour qui avait commencé à naître entre eux venait de cette lumière particulière que projette la fin annoncée. Et maintenant que cette lumière avait été éteinte, elle cherchait à voir ce qui restait. Ce n'était pas une absence d'amour, c'était une attente, le besoin de savoir si ce qui avait commencé pouvait continuer autrement, avec la même force. Le lendemain, ils se retrouvèrent au local comme d'habitude. Camille était déjà là, concentrée sur un tableau d'organisation. Julien entra, salua, posa son sac sans bruit. Elle lui tendit un dossier. « Il y a une famille avec 2 enfants qui dort dans un parking souterrain. Je veux qu'on les aide. Ils ont besoin d'un logement d'urgence et d'un accompagnement. » Julien lut les notes, acquiesça. « Je m'en occupe cet après-midi. Tu veux venir ?» Elle secoua la tête. « Non, je dois rester ici. » Il sentit à nouveau le mur invisible. Pas un rejet, une prudence. Ils passèrent la journée ainsi, en parallèle, leurs tâches s'imbriquant, leurs regards se croisant parfois, mais sans cette intensité d'avant. Le soir, Camille ferma la porte, rendit les clés du jour. Julien la regarda un instant. « Tu veux marcher un peu ?» Elle hésita, puis accepta d'un signe de tête. Ils arpentèrent les rues calmes du quartier, en silence. Paris s'étirait, autour d'eux, tranquille. Ils traversèrent une place, longèrent un canal. Julien prit la parole. « Je comprends ton silence, et je ne te demande rien. Je voulais juste te dire que même sans la mort au-dessus de moi, je choisis encore cette vie. Et je te choisis, si tu veux de moi. Pas comme un projet, pas comme une rédemption, comme une vie réelle. » Camille s'arrêta, le regarda. « Je sais que tu es sincère, mais j'ai besoin de temps pour comprendre si moi, je suis prête. Je ne veux pas être une conséquence d'un miracle médical. Je veux être un choix clair, libre. » Julien hocha lentement la tête. « Prends tout le temps qu'il faut. Je ne vais nulle part. » Ils reprirent leur marche. Cette fois, leurs pas étaient synchrones. Rien n'était encore résolu. Mais quelque chose s'était ouvert, une nouvelle page, sans précipitation. Un avenir sans promesse, mais possible. Et parfois, c'est tout ce dont 2 êtres brisés ont besoin pour commencer à se réparer. Les mois passèrent sans éclat, sans rebondissement spectaculaire, mais avec cette lente progression que seules les véritables renaissances connaissent. Loin des urgences, loin des peurs initiales, Julien et Camille continuèrent à faire vivre seconde vie, leur projet né dans l'ombre de la mort et désormais nourri par une volonté ferme d'habiter la vie, toute la vie, même ses replis, les plus rugueux. Installée dans un ancien entrepôt rénové en bordure de la ville, l'organisation devint progressivement un point de repère. Ni refuge officiel, ni centre social traditionnel, elle ressemblait davantage
à un atelier d'espoir, un espace mouvant, hybride, où les gens passaient, déposaient un peu d'eux-mêmes, prenaient ce dont ils avaient besoin pour recommencer. Il y avait des tables pour écrire, des matelas pour dormir, des repas simples mais constants, et surtout des regards qui ne jugeaient pas. Julien s'impliquait chaque jour, sans jamais prendre la place du chef, sans imposer sa vision. Il savait que la force du lieu venait de Camille, de son lien viscéral avec ceux qu'elle appelait les invisibles. Elle les connaissait, les comprenait. Elle leur parlait dans leur langue, celle du silence, de la fatigue, de la honte cachée dans les gestes. Julien se tenait là, à côté, toujours disponible, toujours prêt à servir un café, à écouter une histoire, à corriger un formulaire. Il n'avait plus besoin d'être un homme d'affaires. Il était devenu un homme à part entière. Camille, de son côté, retrouvait peu à peu une forme de stabilité. Elle avait régularisé ses papiers, retrouvé le contact avec son frère Maxime, qu'elle avait revu un après-midi d'hiver dans un parc neutre, entouré d'arbres nus. Ce fut une rencontre sans effusion, mais pleine de cette émotion retenue qui dit l'essentiel. Ils ne se promirent rien, mais ils ne se fuyaient plus. Maxime avait compris, et cela suffisait. Camille ne vivait pas avec Julien. Elle avait choisi un petit studio à proximité du centre, sobre, lumineux, prêté par une amie rencontrée pendant ses années de rue. Ils se voyaient tous les jours, travaillaient ensemble, prenaient parfois leur repas à deux, parfois non. Il n'y avait pas d'engagement formel entre eux, pas de couple à proprement parler, mais chaque regard, chaque présence prolongée, chaque geste discret trahissait l'attachement profond, la tendresse tissée sans hâte. Leur lien ne dépendait plus d'un avenir incertain ou d'un passé tragique. Il reposait sur une décision continue, presque silencieuse, celle de rester là, l'un pour l'autre, un jour après l'autre. Un samedi matin, alors que le soleil filtrait doucement à travers les vitres du centre, Camille entra avec un petit carton entre les mains. Julien la vit s'approcher et poser le paquet sur la table. « C'est pour toi », dit-elle simplement. Il l'ouvrit. À l'intérieur, un carnet relié en cuir vierge et un stylo à plumes. Il releva les yeux, surpris. Camille souriait. « C'est pour ta vraie vie, celle d'après, celle où tu n'écris plus pour survivre, mais pour transmettre. » Julien resta silencieux, ému. Il effleura la couverture du carnet, puis écrivit une phrase. Une seule. Il la lut à voix haute. « J'ai cru que j'allais mourir, mais j'ai appris à vivre. » Camille acquiesça doucement. C'est un bon début. Les jours suivants furent semblables, ponctués par les arrivées de nouveaux visages. Une mère et son fils fuyant une situation de violence. Un jeune homme rejeté par sa famille. Une femme âgée, muette depuis des années, qui retrouva la parole dans un atelier de couture improvisé. Tous entraient abîmés, tous repartaient un peu plus entiers. Pas grâce à un miracle, grâce à l'attention, grâce à la constance, grâce à cette possibilité, offerte sans condition, de recommencer. Un après-midi de printemps, Julien et Camille s'éloignèrent du centre pour quelques heures. Ils marchèrent le long de la Seine, en silence, regardant les péniches glisser, les passants rire, les chiens courir. À un moment, Julien s'arrêta, s'assit sur un banc. Camille fit de même. Il la regarda longuement. « Tu sais, j'ai arrêté de compter les jours depuis longtemps. Je ne sais plus combien de temps il s'est écoulé depuis ce faux diagnostic, mais je sais que je n'ai jamais été aussi vivant. » Camille sourit, regardant droit devant, elle, moi non plus. Ils restèrent ainsi, les épaules se touchant légèrement, sans chercher davantage. Il n'y avait pas besoin de promesses, pas besoin d'avenir défini. Ce qu'ils avaient à cet instant précis était suffisant. Et ainsi, dans le cœur vibrant d'une ville toujours en mouvement, au milieu des bruits, des odeurs, des histoires, entremêlés, Julien et Camille continuaient leur chemin, ni comme des héros ni comme des saints, mais comme deux êtres humains qui avaient choisi de ne pas se perdre, qui avaient décidé que même un mois pouvait contenir toute une vie, et que parfois, la vraie vie commence là où l'on croit qu'elle finit.